Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie du management. Alors cette collection des causeries du management se donne comme objectif de vous proposer des émissions variées et nous allons aborder une nouvelle série sur la qualité de vie au travail en partenariat avec l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Thomas Jacot qui est psychologue du travail à l'ARACT. Bonjour Thomas Jacot. Bonjour Christophe Porlier, merci beaucoup de me recevoir. Alors Thomas Jacot, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà cette association régionale donc pour l'amélioration des conditions de travail qui fait partie d'un réseau national? Voilà, oui, merci beaucoup. En effet, nous sommes une association donc, régionale sur le territoire de la Réunion, mais nous appartenons à tout un réseau d'associations à raison de une par région en France, ce qui nous donne énormément de ressources pour pouvoir intervenir dans ce milieu-là qui est très vaste dans les conditions de travail. Nous sommes pilotés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, qui existe depuis 1973 et qui ordonne nos travaux. Petit point particulier, chaque association est donc administrée de manière paritaire par un collège de syndicats employeurs et un collège de salariés. Et tous les 2 ans, ils s'échangent la présidence. Merci Thomas Jacot. Et donc nous sommes heureux de pouvoir réaliser cette émission donc en partenariat avec l'association dans laquelle vous exercez en tant que psychologue du travail. Alors la question de la qualité de vie au travail, la question des conditions de travail, vaste sujet. Est-ce qu'on pourrait le définir? Qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie au travail? Voilà, c'est un sujet de la qualité de vie au travail. On en parle déjà depuis quelques années maintenant, mais c'est en réalité un sujet qui est très ancien. Il faut savoir que les premiers travaux dans ce domaine-là datent des années 1950, où un chercheur anglais qui s'appelle Monsieur Eric Trust a commencé à observer ce changement de paradigme, ce changement dans les organisations et dans les industries. Il faut savoir que dans les années 50, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, mais bien avant cela, on avait aussi traversé plusieurs crises économiques majeures, mettant les familles entières en grande difficulté, et donc on a un grand renouvellement dans les aspirations sociales. Et donc, en observant justement ce changement, où on passe du modèle taylorien, le modèle du travail à la chaîne, où on découpait chaque activité, où l'homme était considéré comme un automate, extension de la machine, à un modèle plus, on va dire, plus humain, où des questions de sa place, de ses valeurs, où on va remettre l'homme comme vraiment au centre des constructions et des fabrications. Et tout ce changement-là, a commencé à être appelé qualité de vie au travail. Tous les facteurs qui vont permettre de développer la personne, de s'épanouir au travail. Alors, vous parliez de taylorisme, donc on était à cette époque-là dans une période où on considérait que le travail pouvait s'organiser scientifiquement et on considérait l'humain comme un des facteurs de production qui pouvait être en gros managé comme une machine. Finalement. Exactement, le monsieur Taylor qui a théorisé cette façon de faire est ingénieur, donc il concevait des machines et il s'est dit pourquoi pas faire pareil avec les humains, c'est-à-dire on va leur dire quoi faire, comment le faire, dans quel temps le faire. Donc on avait un bureau des méthodes dans les industries qui disait exactement tout est cadencé, tout était millimétré et on n'avait plus à penser. On était vraiment considéré comme un automate. Le principal problème de cette façon de faire, c'était vraiment l'aliénation. On voyait des gens quand même devenir fous, parce que quand vous faites un travail complètement automatisé, sans aucun sens, à la fin, on y perd sa santé psychique. On a vraiment observé des personnes qui devenaient fous on perdait surtout le sens du travail, on ne savait plus ce qu'on faisait là, et à partir de là, on pouvait considérer que ça dégradait la santé psychique. C'est ça, donc une santé psychique qui était donc cette aliénation, et la santé psychique qui était dégradée. Voilà. Donc du coup, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, remise en cause des modèles, et puis émergence de nouveaux systèmes organisationnels, où on va voir de plus en plus de coopération, c'est-à-dire on va plus déterminer, toi tu te mets à cette place-là, et tu fais plus que ça de la journée. Là, on va remettre au centre le travail d'équipe, le collectif de travail. Le collectif de travail, c'est un des facteurs majeurs de ce nouveau paradigme.
Alors, ce sont des sujets dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la coopération, la voilà. co-construction. Voilà. Donc dans les organisations, évidemment, on a intégré ces nouvelles dimensions, mais finalement, si on revient dans ces années 50, on était dans un autre monde, on sortait d'une ère peut-être industrielle, d'une deuxième guerre mondiale qui avait fait beaucoup de dégâts, il fallait reconstruire. À ce moment-là, on se dit, mais comment faire en sorte peut-être d'être plus efficace à ce moment-là, peut-être? Est-ce que ça a un lien avec l'efficacité? Tout à fait. Comme on disait, quand le travail n'a pas de sens, on ne s'investit pas dedans. Donc on ne va pas chercher à développer le travail. Donc on est tout de suite très limité. De plus, on a vu des comportements, on voit carrément de freinage ou de sabotage pour exprimer son mal-être. En changeant de paradigme, en fédérant les personnes dans leur métier, en développant cette fierté du travail bien fait, on s'est rendu compte que des entreprises devenaient beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus robustes face à l'adversité. Quand il y avait des difficultés, comme on a connu dernièrement par les dernières crises sanitaires, on pouvait compter sur les forces vives de l'entreprise pour trouver des solutions innovantes et continuer l'activité et à se développer. Donc le corps social est plus soudé, plus apte à faire face aux problématiques, aux enjeux qui se posent à lui, en ayant effectivement une autre approche managériale plus centrée sur l'humain. Voilà, on s'en est rendu compte vraiment lors d'expériences. Les premières expériences d'ailleurs qui ont permis de mettre cela en avant, c'est Elton Mayo dans les années 1930 justement, où on essayait de déterminer quels facteurs allaient améliorer la productivité de l'être humain, toujours dans cet esprit scientifique du travail. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres facteurs auxquels on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était de faire varier, par exemple, la luminosité. On s'est dit, on est dans une entreprise où il y a des femmes qui doivent assembler des composants électriques. On s'est dit, avec quelle luminosité elles vont être le plus productives. Donc on a commencé à observer différentes équipes, réparties dans différents lieux, dans différentes salles. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait beau faire varier la luminosité, on avait un gain de production en fait, même dans des facteurs dégradants. Et là, on a commencé à se poser des questions, on dit mince, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est-à-dire qu'en dégradant d'autres facteurs, mais en augmentant la lumière, par exemple, on obtenait de meilleurs résultats. Même en baissant la lumière, c'est-à-dire, il y a une des conditions expérimentales où la lumière était baissée comme si vous deviez travailler au clair de lune. Donc on n'a même plus la notion des couleurs, on voyait en noir et blanc. Mais le niveau de production était toujours égal. D'accord, donc on a changé finalement l'organisation du travail en mettant les acteurs, les ouvriers, ou les ouvrières, puisque c'était une expérience aussi avec des femmes, ensemble, voilà. En gérant collectivement, en s'auto-organisant, en étant plus coopérative, on s'aperçoit que même en dégradant les conditions de travail, on gagnait en productivité. C'est-à-dire que suivant la logique taylorienne, en dégradant les facteurs extérieurs, on devait dégrader la productivité. Et là, on s'est rendu compte que non, il y avait d'autres facteurs qui rentraient en compte. Donc, en observant tout ça, on s'est dit que, au final, il y avait 3 conclusions à tirer. D'abord, l'attention que l'expérimentateur portait directement à ses équipes augmenter l'estime de soi. Et en augmentant l'estime de soi, les femmes voulaient montrer qu'elles étaient capables. Elles ont voulu démontrer leur efficacité professionnelle. Donc c'est des choses à cultiver et qui ont commencé à faire alimenter la théorie de la QVT. Ensuite, on avait aussi l'association de groupes, c'est-à-dire que on n'a rien caché aux femmes de l'expérience. On les a dit, voilà, votre équipe va travailler dans cette salle-là, on va vous observer travailler. Et un phénomène de groupe, un phénomène de collectif de travail les a soudées et les ont rendues plus productives. Donc là, on était encore une fois loin du système taylorien où chacun à sa place faisait ces gestes-là sans se préoccuper de ce que faisaient les autres. Il n'y avait plus de notion de travail condensé, il y avait vraiment un échange tridynamique. Et enfin, donc le point clé, ce qu'on essaie de plus en plus développer aujourd'hui, c'est le rôle de leader participatif. Le chercheur ne s'y attendait pas, mais il a joué le rôle de ce leader-là en faisant participer les ouvrières dans ce programme d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cette notion de leader participatif? Qu'est-ce qu'on entend clairement par leader participatif? C'est-à-dire qu'on va emmener l'équipe dans un objectif. On va leur donner envie de rejoindre cet objectif-là. On ne va pas leur dire comment faire, quoi faire, dans quel ordre faire. On va leur dire voilà ce qu'on veut obtenir, voilà la vision des choses, et voilà le but de l'expérimentation, c'était vraiment la qualité et la quantité de production. Et bien, toute l'équipe, devant les propositions de ce chercheur-là et devant l'attention qui était portée sur elle, se sont dit ok, on va atteindre cet objectif-là, quoi qu'il arrive.
même dans des conditions précaires de luminosité ou d'autres facteurs qui ont été manipulés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat moral ou d'engagement. Oui, on peut commencer à parler de contrat psychologique, effectivement, où il y a une confiance qui s'installe entre le leader et celui qui va réaliser le travail. Et ce contrat-là, s'il est rempli par les deux parties, va donner quelque chose de très productif. Donc c'est cette relation de confiance, définition claire d'objectifs, une vision partagée, tout à fait, et puis des moyens de réaliser ça avec de l'autonomie, de la responsabilisation. Et ça, ce sont des ingrédients qui vont favoriser et améliorer la productivité, mais pas seulement. Pas seulement, parce que le but du jeu dans tout ça, c'est aussi qu'en même temps qu'on va améliorer la productivité et donc l'efficacité, on va dire la rentabilité de l'entreprise, on va aussi élever les personnes. Les personnes vont s'épanouir dans le sens où elles vont être fières de leur travail, ça va améliorer leur estime de soi, et donc ça va améliorer tous les facteurs liés à la santé, les facteurs donc physiques, psychologiques et sociaux, en même temps que ça regroupe les groupes. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle, vous voyez, d'optimisation conjointe. À fur et à mesure que l'entreprise se développe, les personnes, les forces vivantes de cette entreprise se développent aussi. Alors ça, ce sont aujourd'hui, puisque là on parle finalement d'expériences qui datent des années 50, donc ce sont des... Elton Mayo, donc c'est un théoricien, c'est un chercheur à l'époque qui d'une certaine façon développe la sociologie du travail, est un des précurseurs. Aujourd'hui, ces résultats, en général, les managers sont formés et sont sensibilisés en tous les cas à ces dimensions-là. Donc vous, en tant qu'acteur, peut-être on peut faire un petit focus sur votre action en tant qu'acteur régional ou national sur cette... comment est-ce que vous intervenez auprès des managers pour les sensibiliser? Et comment cela peut-il se décliner dans l'organisation? Voilà, on va dire que grâce à tous ces travaux-là, aujourd'hui on va parler de la QVT selon deux visions, soit en fonction de notions, c'est-à-dire on définit la QVT et on la mesure avec des indicateurs tels que le bien-être au travail, tels que l'efficacité, l'engagement, la fidélité des personnes dans l'entreprise, ou comme une démarche. Et c'est là que nous, on intervient. On va proposer de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail, dans le sens où on va développer petit à petit un modèle de collaboration participative et apprenante. Il faut systématiquement apprendre et tirer les leçons de notre vécu, par exemple de ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire, pour pouvoir mettre en place des nouvelles pratiques plus efficaces, plus adaptées au nouveau contexte. Et jamais rester sur le statu quo de « on a toujours fait comme ça ». Donc en fait, on est sur une dynamique d'amélioration permanente. Quand on parle d'organisation apprenante, c'est-à-dire qu'elle est capable de mesurer un certain nombre de dimensions de son action, et notamment si on parle de qualité de vie, du bien-être, notamment, vous parliez de bien-être au travail. Alors comment ça se mesure? Ça, vous nous en parlerez peut-être aujourd'hui ou dans une autre émission, parce que là on engage une série et je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Oui. Mais ces organisations apprenantes, pour le coup, évoluent et sont finalement de plus en plus réactives dans le cadre de leur activité et de leur action. Bon, et fidélisent aussi, vous parliez de fidélisation des salariés. Tout à fait, parce qu'on est fier de son travail, qu'on voit le résultat, qu'on a la reconnaissance de son environnement, on a envie de continuer. Aucune raison de partir à autre chose, sauf si on définit vraiment des grands projets complètement différents personnels, mais ça reste assez rare. On est bien content de là où on est et on cherche à développer. On parle de motivation, d'ailleurs j'imagine que c'est l'estime de soi, la motivation, ça sont des éléments qui sont essentiels pour développer un engagement de la part des personnes dans les entreprises, les salariés. Alors, on a traversé une période, là pour le coup, très particulière avec cette crise sanitaire. Donc là, il y a eu, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres causeries management précédentes, on a vu que ça avait eu un impact. On parle de e-management aujourd'hui, on a des personnes qui sont en télétravail, d'autres qui peuvent être aujourd'hui en modalité hybride, qui viennent de temps en temps au travail, qui de temps en temps sont plutôt chez elles. Voilà. Alors comment aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de la promotion de la qualité de vie au travail, de la sensibilisation, comment est-ce que vous avez observé cette période-là et quelles conclusions peut-on en tirer, ou quelles observations déjà dans un premier temps, et ensuite qu'est-ce qu'on peut en déduire pour l'avenir?
Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on regardait déjà bien avant, hein, tout ce qui est transformation des modèles de travail, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, ça change en permanence en fait. Surtout aujourd'hui, le changement est de plus en plus rapide, on va dire. Mais le but, c'est justement d'observer ce changement-là et de pas le contraindre, plutôt de l'accompagner pour amener ce développement. Nous, au sein du réseau Anactaract, on a une vision très globale de l'entreprise, parce que pour améliorer les conditions de travail de façon efficace, il faut prendre en compte tous les facteurs, hein, que ce soit des facteurs économiques, que ce soit des facteurs sociaux, que ce soit des facteurs de qualité de service ou de production. C'est extrêmement important. Donc, pour harmoniser tout ça, pour harmoniser toutes ces pratiques différentes aussi, on propose toujours de mettre en place cette démarche qualité de vie au travail à travers un comité de pilotage qui va justement être la mémoire et l'organisateur, l'agent qui va permettre de faire circuler l'information à tous les étages. Parce que ça aussi, la communication, c'est un des points clés, ça va ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va demander à des acteurs de l'entreprise, que ce soit qu'ils soient issus de la direction, des IRP, des concepteurs ou des représentants de métiers, il faut que ce comité de pilotage soit le plus représentatif possible de l'entreprise. Tout simplement pour qu'il soit légitimé par tous les acteurs de l'entreprise. Quand on a cette instance-là, on va pouvoir organiser les changements à venir et justement, première étape, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quel est l'état des lieux? Quand on prend l'exemple du télétravail, c'est quels sont nos moyens matériels? Quels sont les outils numériques qu'on peut utiliser? Quels sont les niveaux de compétences auprès des collaborateurs actuels? Et comment on va pouvoir utiliser tout ça pour faire face aux difficultés qui s'annoncent et par exemple au télétravail qui a été mis de façon brutale et rapide. Donc concrètement, comment ça va se passer? C'est tout simple. On fait cet état des lieux. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on partage avec tous les acteurs, on discute et on commence à élaborer des pistes de travail. Comment on pourrait faire autrement? Comment on pourrait développer une nouvelle manière de faire? Une fois qu'on a une piste, on demande à un groupe d'expérimenter. On lui dit, voilà la feuille de route, voilà ce qu'il faut qu'on définisse, comment on va mettre ça en place. Donc on décide une équipe, un service, groupe de personnes. D'accord, on ne généralise pas tout de suite. On ne généralise pas tout de suite. On commence par expérimenter une piste. Et cette piste, ce qui va être important, c'est que ce n'est pas une feuille de route à suivre envers et contre tout. Non, c'est une feuille de route qu'on peut faire des lacets, par exemple. On peut estimer dire que, là, on voit que tout de suite, il y a un truc qui ne va pas, on va corriger le tir en temps réel. Et c'est pour ça qu'il est important de définir quels critères en amont il faut obtenir comme objectif, les critères à atteindre, les critères d'évaluation qui vont nous permettre de dire là ça amène du mieux, ou les critères qui vont pouvoir nous dire là ça va pas, il faut tout de suite changer, et pas attendre la fin de l'expérimentation pour se dire ça n'a pas marché, on recommence de zéro. C'est là qu'on entre dans la phase apprenante de l'entreprise. C'est itératif en fait. Voilà. Et c'est surtout cette évaluation est faite directement par les groupes de travail. C'est eux qui sont dans le terrain qui vont devoir dire voilà, là on voit que ça marche, là on voit que ça ne marche pas. Et le comité de pilotage, lui, recueille ces informations, partage, véhicule, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. D'accord. Alors, dans le cadre du télétravail en particulier, donc si on reprend les étapes, parce que là vous avez des étapes qui ont été bien définies, je pense que vous l'avez peut-être observé dans le cadre du télétravail, mais finalement c'est assez général comme méthodologie. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces étapes? Parce que, par exemple, comment est-ce qu'on définit ces indicateurs? Même si c'est fait de façon collégiale ou de façon coopérative, comment est-ce qu'on va identifier ces indicateurs? Donc vous avez une méthodologie qui est, proposée en tous les cas aux entreprises et aux managers que vous accompagnez. Voilà, tous les indicateurs qu'on va chercher à relever doivent répondre à 3 critères impératifs. Le critère économique. Combien ça va coûter, quel est le retour sur investissement espéré, etc. C'est le nerf de la guerre, toute entreprise doit pouvoir fonctionner sur ce modèle-là. Ensuite, il y a tous les critères sociétaux, donc tout ce qui va toucher le personnel, comment ils vont travailler, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Et tous les aspects qui vont rentrer plutôt dans la technique. Donc là, on va plutôt toucher la qualité du service rendu, par exemple dans tout ce qui est soins, la qualité du soin offert aux patients, la qualité de son parcours. Donc tout ça va être des facteurs qu'il faut prendre en compte, qu'il va falloir justement
harmoniser et jouer entre eux de façon à obtenir ce qu'on va appeler la qualité de vie et conditions de travail, dans le sens où il faut que ça puisse aller vers la performance globale. Il faut que les efforts soient répartis de façon harmonieuse entre ces trois facteurs-là pour que ça grimpe et qu'il n'y en ait pas un qui tire vers le bas, sans quoi la performance n'augmente pas. C'est cet équilibre-là qui va être vraiment vital et qui va être déterminant pour l'entreprise comme pour la qualité de vie ressentie par les forces vives de cette entreprise. Donc on voit à quel point il est important d'être vigilant à ces dimensions-là. Est-ce que vous observez quelquefois de la réticence ou de l'interrogation par rapport, est-ce qu'on ne vous prend pas un peu des fois pour pas un professeur Foldin, mais du moins... À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois quand j'arrive, que je parle de qualité de vie au travail, c'est souvent dire « Oh, bah, on fait déjà, on a acheté des nouvelles chaussures. Oh, bah, on fait déjà, on a mis une salle de pause avec une magnifique à café. » On n'imagine pas que quand on parle de qualité de vie au travail, on parle de tout ce modèle organisationnel. On parle de tout ce travail en amont, on parle d'organiser le travail futur par les couches basses de l'entreprise, par les travailleurs eux-mêmes. Et ça, souvent, c'est très surprenant. Donc c'est là qu'on est un peu surpris. Et c'est là aussi qu'on peut avoir des fois un petit peu de réticence, parce que c'est aussi leur confier les clés. C'est ça. Quand vous êtes dirigeant, que vous avez fait grandir votre entreprise, vous voulez tout piloter comme le commandant de bord, ce qui est tout à fait légitime, mais vous risquez de vous épuiser vous-même et d'épuiser vos équipes derrière, plutôt que de leur confier un peu de pouvoir et de se dire que finalement, toutes ces choses-là, ils peuvent le faire eux-mêmes, je n'ai pas besoin de me tracasser avec ça, et donc améliorer la qualité de vie aussi bien du dirigeant que des subalternes. Alors la question du pouvoir, le pouvoir effectivement pyramidal qui descend vers le bas, vers les couches exécutives, oui, c'est vrai qu'on a largement remis ça en cause dans les modèles managériaux innovants, notamment pour les entreprises qui se veulent être à la pointe de l'innovation. On est sur des modèles beaucoup plus transversaux, avec des petites équipes extrêmement actives, très autonomes. Donc là on retrouve finalement dans la thématique qualité de vie, conditions de travail, la nécessité, là c'est même pas, c'est la nécessité finalement dans les organisations, si on veut être performant dans un monde moderne, d'adopter ces méthodologies. C'est impératif. En réalité, le monde est devenu tellement complexe aujourd'hui qu'aucun directeur ne peut seul assumer toutes les tâches de l'entreprise, toutes les décisions de l'entreprise. C'est tellement vaste, et d'autant plus avec les outils technologiques qui ont explosé et fait des bonds en avant phénoménaux, c'est impossible pour un être humain de prendre tous ces facteurs-là en ligne de compte et de prendre les meilleures décisions. Donc il faut organiser plutôt les prises de décision dans les couches basses où ils font eux-mêmes le travail, où ils ont une vision fine de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, leur donner de la confiance et avec eux, en les soutenant, construire l'entreprise de demain. Voilà, donc on est très clairement engagé vers la mobilisation de l'intelligence collective. Tout à fait. Donc ça c'est extrêmement important. Alors, si maintenant, on l'a vu, ces trois dimensions de performance économique, performance sociale et performance opérationnelle, qui sont les conditions, l'équilibrage entre ces trois dimensions-là, c'est extrêmement important. Si maintenant on revient un petit peu plus sur le télétravail, qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade par rapport à ce que vous avez observé? Ça nous donne justement un bel exemple. Grâce au retour d'expérience qu'on a eu après le premier confinement, on a commencé à observer justement toutes ces mises en place un peu des fois catastrophiques, mais on a surtout observé ce qui avait réussi. Et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs dimensions à travailler, plusieurs dimensions à travailler pour pouvoir que ça se mette en place de façon sereine. La première des dimensions, c'est les espaces de lieu de travail, forcément. Est-ce que à domicile, j'ai l'espace nécessaire, la tranquillité nécessaire pour exécuter mes tâches? Bien souvent, pendant le confinement, moi le premier, on était sur la table de cuisine avec les enfants qui jouaient dans le salon, qui se chamaillaient. Faire une visio quand les enfants se chamaillent, c'est compliqué. Donc pour avoir un télétravail futur serein et de bonne qualité choisi surtout, c'est des questions à traiter. Est-ce qu'à domicile, je peux? Si je ne peux pas, est-ce qu'il y a des tiers-lieux de proximité où je peux? Et ça, c'est déterminant sur l'île de la Réunion, parce que régulièrement, si la route est coupée, s'il y a un cyclone ou s'il y a un nouveau confinement, j'espère pas, mais voilà le genre de cas typique où on peut être amené à télétravailler, et donc ça peut s'organiser de façon sereine. Et tout ça peut se négocier à travers des chartes ou des accords, et ça se développe de plus en plus. Y compris à l'échelle institutionnelle, régionale, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, les responsables
le développement économique, par exemple, peuvent tout à fait imaginer de créer des tiers-lieux pour pallier, par exemple, un matin, une personne se déplace, il y a 2 heures de bouchon, elle s'arrête, il y a un tiers-lieu, elle peut s'arrêter, et hop, elle engage. Parce qu'elle ne peut pas se rendre de toute évidence, elle va arriver 2 ou 3 heures en retard, donc autant qu'elle s'arrête pour pouvoir être active plutôt que de rester dans un embouteillage. C'est tout à fait, c'est vraiment la bonne idée opérationnelle, et justement ça interroge aussi cette histoire d'équilibration des temps de travail, parce que est-ce que, comme j'ai la possibilité de travailler à distance, je ne suis peut-être pas obligé de garder mes horaires de bureau. Je pars d'habitude à 8 heures pour arriver à Saint-Denis à 9 h, 9 h 30 et me mettre au travail. S'il y a un bouchon, je m'arrête dans un tiers-lieu, je commence à travailler à 8 heures. Et je m'autorise de partir à 11 heures, que si j'arrive au bureau entre-temps. Mais ça se fait de plus en plus. J'ai déjà vu des pratiques comme ça. On part de la Saline ou on part de Saint-André pour arriver à Saint-Denis, 2 heures de bouchon. Effectivement, aujourd'hui, comme il y a des tiers-lieux qui existent, qui commencent à être connus, les gens s'arrêtent, se disent, pendant qu'il y a le bouchon, moi j'allais travailler là, et j'irai au bureau après. Donc il faut arriver c'est là un peu la difficulté du manager, c'est comment savoir à quel moment il travaille et à quel moment il ne travaille pas, comment s'assurer que la charge de travail n'explose pas aussi, parce que du coup on a tendance à travailler beaucoup plus, comme on a plus de possibilités. Donc cet équilibre de temps fait une grande question qui peut être justement traitée à travers les différentes étapes d'expérimentation de la démarche qualité de vie au travail. Oui, ça interroge finalement la dimension du contrôle de la fonction managériale. Le contrôle, mais comment? C'est-à-dire que là, il y a la relation de confiance, on en a parlé tout à l'heure. Le contrôle forcément, mais c'est vrai que plus la relation de confiance s'installe et plus le contrôle, il faut contrôler les résultats et pas forcément le processus. Exactement, et c'est là qu'il faut être bien au clair avec les critères d'évaluation du travail bien fait. À quel moment je peux dire que mon travail a été fait de bonne qualité et répond aux attentes de mon employeur et du bénéficiaire du service. Tous ces critères-là doivent être vraiment négociés et comprises par le manager comme par toute son équipe, de façon à éviter le surcontrôle, parce qu'on voit des entreprises aujourd'hui, ils vous mettent des webcams qui suivent les yeux pour être sûr que vous êtes au travail, que vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo, qui se déclenche à certains temps pour être sûr que vous faites c'est une sorte de néo-taylorisme. Ah oui, tout à fait, oui. Et on voit que ça a des effets très délétères sur la santé psychique des personnes, ça augmente les facteurs de risque psychosociaux, et il y a des études qui ont déjà mesuré les intentions de quitter de ces employés-là, qui vont être très élevées. En fait, dès qu'ils ont l'occasion de quitter leur boulot, ils le feront. Oui, parce que c'est invivable. C'est insupportable. Tandis que dans une relation de confiance, on va vouloir travailler. Il y aura peut-être un qui va essayer de tricher, il y en a toujours des fois qui essaient de tricher, mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui triche que toute l'équipe va tricher. Et il sera beaucoup plus délétère pour l'entreprise de contraindre toute l'équipe que plutôt de faire avec celui qui triche. Donc il ne faut pas s'arrêter sur un qui aurait peut-être tendance à tirer un peu la patte ou autre, mais bien de se dire que de toute façon, lui aussi, même celui qui a le plus de réticence, va vouloir être fier de son travail. Donc la bonne question, c'est comment rendre fiers tous mes collaborateurs de leur travail. Très bien. Alors Thomas Jacot, 30 minutes, ça passe très très vite. Alors heureusement, c'est une série. C'est une série qui va s'étaler sur quelques épisodes. Et donc très concrètement, nous avons une feuille de route. Vous pouvez peut-être nous présenter ce que nous pourrons aborder à l'occasion de cette série, puisque nous allons rentrer en profondeur sur cette question de la qualité de vie au travail et de ses différentes dimensions. Écoutez, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup justement pour toute cette visibilité donnée. Donc, comme je vous ai dit, la qualité de vie au travail, c'est une approche très globale de l'entreprise. Donc pour ça, on a fait une magnifique fleur où chaque pétale va définir un grand champ à traiter pour la qualité de vie au travail. Et donc, ça passe aussi bien par tout ce qui est relations sociales, tout ce qui est climat social. Plus le climat est sain, plus c'est favorable justement à un travail de qualité. Ça passe par tout ce qui est contenu du travail. Si on veut que nos collaborateurs soient fiers de leur travail, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait un contenu, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'inutile. Il n'y a rien de pire que le travail inutile. Et puis, je ne comprends pas d'ailleurs les entreprises qui rémunèrent du travail inutile. Mais ça arrive. Ça arrive. La santé au travail, pouvoir travailler dans de bonnes conditions, avec le fauteuil, le matériel qui va bien, en sécurité, c'est déterminant. Il n'y a rien de pire que de se sentir en insécurité, que ce soit physique ou même que ce soit psychique, par rapport à la pression qu'on peut ressentir, par rapport aux informations contradictoires qu'on peut avoir dans une organisation. Ensuite, il y a tout ce qui est parcours professionnel. L'un des points les plus développementaux de la qualité de vie au travail, parce que c'est justement accompagner la personne dans son développement personnel, dans ses compétences qui vont participer donc à faire grandir l'entreprise. Là, on va pouvoir parler même de
capital humain. Aujourd'hui, ça s'évalue. Pour leur service RH, on a des outils pour qu'ils puissent évaluer le capital humain de leur entreprise grâce à l'expérience, compétences acquises, savoir quelle valeur on peut leur donner et comment ça fait grandir l'entreprise et pourquoi il ne faut pas se séparer justement de cette expérience-là, qu'il faut les fidéliser. L'égalité professionnelle est un point déterminant aussi. Trop d'entreprises passent à côté de grands talents juste à cause de critères hommes, femmes ou de préjugés et avance avec un boulet, quoi. Quand on a cette égalité professionnelle, eh ben on a toutes les chances de notre côté pour trouver tous les talents et compétences nécessaires à faire grandir l'entreprise. Donc là encore, évaluer justement tout ce qui va gêner, tous ces biais de perception qui vont nous empêcher de voir ces talents-là, c'est des choses qui peuvent se travailler. Et enfin, on a toute la partie évidemment management. On en parlait, vous en parlez beaucoup grâce à vos causeries d'ailleurs. Tout cet esprit de management, il faut absolument que les managers ne se sentent pas seuls. On peut les aider, ils peuvent se regrouper, on peut discuter et partager des pratiques pour que tout le monde puisse se développer. Eh bien, Thomas Jacot, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Je crois que vous avez dressé là une feuille de route, une proposition pour cette série sur la qualité de vie au travail qui s'annonce, en tous les cas, passionnante. La première émission, en tous les cas, a été passionnante. Merci beaucoup. Je remercie aussi nos téléspectateurs et donne rendez-vous pour une prochaine causerie qui traitera d'une des pétales que Thomas Jacot vous a présentées. Peut-être un petit mot pour la fin, Thomas Jacot ? Eh ben encore une fois, merci pour tout ce temps que vous m'accordez. J'espère pouvoir vous aider, vous et toutes les entreprises qui souhaitent bénéficier de conseils, d'outils méthodologiques. Sachez que le réseau ANAC-TARAC met tous ces outils gratuitement à disposition sur le site internet. Donc que vous soyez manager, directeur, représentant syndical, vous pouvez avoir accès à tout ça. N'hésitez pas à nous solliciter, on est là à votre disposition. Merci Thomas Jacot. Sachez que nous avons aussi à l'Université de La Réunion tout un programme pour les étudiants entrepreneurs, un diplôme universitaire d'étudiants entrepreneurs qui seront, je pense, ravis de pouvoir suivre un tel cycle de causerie. En tous les cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt.